peut quand même rebondir du point de vue économique lorsque l'on va évoquer la situation économique qui est la nôtre. On peut peut-être rebondir sur les images des chaînes d'information ce soir. Ce soir, la reporter de la BBC à Paris était filmée avec un casque lourd. Je vous assure, tout à l'heure. La reporter aussi, ils avaient envoyé des femmes de Tokyo qui étaient sur la chaîne NHK, étaient avec des images derrière qui passaient de flammes, de voitures renversées, et en disant « c'est en ce moment à Paris ». Les images des Américains, c'était des CRS en train de charger. À chaque fois, c'était la une de ces journaux. Et peut-être juste comme ça, comme point de suspension, les images de la télévision allemande. À l'hôtel, ils avaient toutes les chaînes étrangères, donc j'ai pu toutes les, faire le zapping les unes après les autres. C'était la chaîne allemande, effectivement, qui disait « Mais que se passe-t-il en France ?» Que se passe-t-il en France? Nous avons le sentiment qu'il y avait peut-être le début de la réforme que tout le monde attend. Juste au passage, le FMI, il y a 2 jours, le Fonds monétaire international, a fait remarquer à la France que probablement il était maintenant urgent d'aller plus loin dans les réformes. Le début d'une réforme occasionne une fracture terrible. Que se passe-t-il en France? Alors là, évidemment, Emmanuel, elle ne le connaît pas. Je vais juste vous parler, nous, aux anciens, d'une phrase qu'avait eu un grand présentateur télévision dans les années 70. Eh bien, la France a peur. La France a peur. Oui, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà probablement la question absolument cruciale quand on est en train de parler d'entrepreneuriat pour demain. Ça va être de vaincre la peur. Et là, pour le coup, vous voyez ces chaînes étrangères qui regardent la France, fondamentalement, elles ne sont pas étonnées. La France, c'est le plus beau pays du monde. C'est le plus beau pays du monde, vraiment. C'est la première destination touristique du monde. Nous avons 85 millions de touristes qui viennent en France tous les ans. Le numéro 2, 60 millions, c'est-à-dire vraiment, du point de vue mondial, c'est de très très loin la destination de rêve de tous les touristes du monde. Et quand les gens étrangers sont en France, ils vous disent tous, c'est encore plus beau qu'on croyait. C'est encore plus beau qu'on imaginait. Vous êtes à Aix, vous allez à Marseille, vous voyez un autre paysage. Vous êtes à Marseille, vous partez à Nice, vous voyez quelque chose de différent. Vous remontez dans les Alpes, vous faites 200 km à chaque fois et vous voyez des paysages incroyables, vous voyez des cultures extraordinaires, vous voyez des monuments absolument inouïs. Et là, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que dans ce pays, c'est l'endroit où on consomme le plus d'antidépresseurs par habitant au monde. Les gens qui habitent le paradis sont totalement déprimés. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité économique, paradoxale, sociale de la France aujourd'hui. Une situation que normalement tout le monde doit nous envier et une situation qui nous angoisse complètement. Alors oui, je vous confirme, les gens de mon âge, les gens plus âgés ont peur. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont déjà, ils ont peur de ne pas pouvoir continuer à exister comme ils existaient avant, ils ont peur que tout s'effondre. Je suis professeur à l'université, je reçois parfois des parents totalement angoissés qui me disent « Vous savez, ce qui me fait le plus peur, c'est que mes enfants ne pourront pas vivre comme nous avons vécu. » Alors là, souvent, quand même, je les rassure. Je leur dis effectivement, en face de vous, j'ai vos enfants me disent qu'ils ne vivront pas comme vous. Mais ce n'est pas parce qu'ils seront obligés, c'est parce qu'eux, vraiment, n'ont pas envie. L'autre jour, j'avais un gamin qui me dit, mon père, le matin, bon, et c'est à Paris, avec on circule beaucoup mieux, bien entendu, mais il me dit, mon père, pendant 2 heures, il est dans la voiture, il écoute France Info en boucle, parce que évidemment, le matin, il essaie d'être aux nouvelles, il travaille 8 heures, il reprend sa voiture, bouchon à nouveau, là il écoute Rire et Chanson parce qu'il n'en peut plus, il se couche et le lendemain il recommence. Le gamin me dit, moi je ne veux pas de cette vie-là. C'est vrai que je ne veux pas vivre comme mes parents. Donc à la limite on va lui dire, eh ben, tant mieux, ce qui se passe en ce moment, c'est justement quelque chose qui est en train de bouger. Mais ce que l'on voit aussi avec ces gosses que l'on a en face de nous dans les universités, c'est que la jeunesse aussi a peur. Et ça c'est très grave. Parce que la marque de la jeunesse, c'est la prise de risque. En fait, même pour essayer de me mettre tout le monde avec moi ce soir dans la salle, puisque nous avons beaucoup d'entrepreneurs ici,
Tant qu'on prend des risques, on est jeune. C'est quand on commence à avoir peur qu'on devient vieux. On peut avoir la plus belle démographie d'Europe, ce dont s'honore la France souvent sur les écrans de télévision. Si nos jeunes ont peur, c'est pas vrai. On n'a plus de jeunes. On n'a que des vieux qui sont vieux très jeunes. Et si évidemment les moins jeunes ont peur aussi, ça veut dire qu'on est un pays de vieux complètement. Un pays qui refuse de bouger, un pays qui est tétanisé par le risque, un pays qui se demande de quoi demain sera fait. C'est bien la situation aujourd'hui que nous constatons. Et nos gamins, c'est vrai que nous leur faisons peur très très tôt. Un gamin à 6 ans, on lui dit « cette année tu passes en CP ». Eh bien en France, il sent bien que s'il n'apprend pas à lire, ça va être compliqué. Grosso modo, si effectivement il n'est pas, on va dire, dans la classe normale, vous voyez le truc épouvantable, s'il redouble, il sent bien que sa vie va être compliquée après. Si à 10 ans, il n'est pas dans la filière générale, si on lui dit tu vas rentrer dans la filière professionnelle, il voit bien, ses parents qui pleurent dans un coin, qu'en réalité, ça y est, c'est foutu. Sa vie, véritablement, sera une voie de garage. Nous sommes comme ça de A jusqu'à Z. Nous avons un brillant élément ici. Un brillant élément qui a eu probablement son bac avec mention très bien. Très bien. Non, bien, allez. Bien. Elle a été prise dans les meilleures prépas de France. Les gamins qui ont les plus beaux parcours à 18 ans, ils rentrent dans la meilleure prépa de France. Quand il arrive au mois de septembre, ou quand elle arrive au mois de septembre dans la meilleure prépa de France, on va lui faire passer un examen et on va lui mettre moins 4 sur 20 pour le meilleur. On va lui dire, tu croyais que tu étais arrivé? Eh ben non, la vie c'est dur. Nous sommes aujourd'hui dans cette ambiance en France, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous avez parlé des médias, vous avez parlé peut-être aussi des films, vous avez parlé des fictions. On ne voit que la vie en noir, que la vie en sombre. Nous habitons le paradis et nous n'arrêtons pas de nous faire peur. Est-ce que c'est, pourrait-on dire, l'ADN de la France? La réponse est non, bien sûr. L'ADN de la France, ça n'est pas ça. La France s'est construite exactement sur l'inverse, sur la prise de risque absolue. La France prend des risques, on va dire, pratiquement endémiquement. Si je me recule de 100 ans, enfin un tout petit peu plus, parce que 100 ans, c'était 1916, c'était pas drôle, mais on va dire 1913. 1913 en France, vous avez toute l'intelligence du monde qui est ici. Vous avez tous les artistes du monde qui viennent ici. D'ailleurs, ici aussi en Provence. Ils viennent pourquoi? Pas parce qu'ils ont des conditions particulièrement attrayantes, pas parce qu'on leur fournit des solutions peut-être pour habiter ou des solutions pour manger, non. Parce qu'ici, on a le droit. On a le droit de prendre tous les risques. On a le droit de faire la peinture différemment parce que la technologie, déjà à ce moment-là, est en train d'obliger les artistes à peindre différemment d'avant. On a le droit d'inventer une autre façon d'écrire. On a le droit d'inventer une autre façon de penser. On a le droit de prendre tous les risques sans jamais être monté du doigt. Et à ce moment-là, comme par hasard aussi, dans ces années-là, les nouvelles technologies sont en pointe dans l'économie française. Les Zuckerberg de l'époque, les Steve Jobs de l'époque, ils sont français. Ils croient en l'automobile, ils croient en l'aviation, ils croient dans l'énergie nucléaire avant le monde entier. En 1913, la France est le premier constructeur automobile du monde. La France est le premier de très très loin des pays dans l'aéronautique. C'est justement ça qui, aujourd'hui, fait aussi la force de la France. Plus de 100 ans après, c'est qu'on avait le droit de tout faire. Les gamins qui se disaient « le monde m'appartient » étaient les gamins qui, à l'époque, créaient les entreprises qui allaient devenir les entreprises les plus brillantes de la France d'aujourd'hui. Alors, comment faire? Comment faire pour revenir dans les conditions de 1913? Comment faire pour remettre la France dans une logique où l'entreprise, où la prise de risque redevient naturel, où la jeunesse devient quelque chose qui serait quelque chose que l'on voudrait prolonger parce que ce serait quelque chose de beau. La première idée, évidemment, c'est de dire aux jeunes d'ici, ce qui nous attend, c'est un changement très profond. Probablement le changement le plus important que l'humanité n'ait jamais connu, en tout cas de mémoire d'homme ou en tout cas de mémoire d'historien, à coup sûr de mémoire d'économistes qui ont la mémoire en général assez courte. En économie, ce qui est en train de se produire, on n'a aucun exemple comparable. Aucun.
Parfois, on parle de révolution industrielle. À Davos, en janvier, lorsqu'on réunit les économistes du monde entier et les politiques et quelques chefs d'entreprise, Christine Lagarde avait commencé son discours en disant « Nous n'excluons pas pour 2016 un dérapage généralisé de l'économie mondiale ». Évidemment, ça avait mis l'ambiance. Mais à la fin de Davos, tous les participants ont reçu un petit livre écrit à l'encre bleu ciel avec marqué « La 4e révolution industrielle ». C'était faire allusion justement à 1913, à ce moment où, en effet, nous avons totalement changé les paramètres économiques. Mais quand on est en train de regarder objectivement ce qui se passe, c'est beaucoup, beaucoup plus important que 1913. C'est beaucoup, beaucoup plus important que 1880. C'est beaucoup, beaucoup plus important que tout ce que nous avons connu dans la modernisation récente de l'outil économique. Alors parfois, la référence que l'on va prendre, c'est la Renaissance. On va dire oui, c'est ça. On va quitter le Moyen-Âge et on va passer dans quelque chose de complètement différent. Il y avait des châteaux forts, tout d'un coup, on va créer des énormes palais avec des fenêtres partout. C'est un peu ça qui semble être le programme aujourd'hui. Un peu ça parce que des bouleversements absolument insensés ont commencé à se produire et parce que ces bouleversements insensés sont totalement inévitables, indispensables. La science s'est remise en marche avant. La science humaine, depuis pas si longtemps que ça, depuis l'an 2000, est en train d'accélérer. Elle est en train d'évoluer de manière incroyable, en train de proposer à l'économie sans cesse des applications toujours plus inouïes. Personne ne va y échapper. Et quand je dis ne va y échapper, surtout ne reprenez pas le mot de peur que j'ai utilisé. Vous n'avez plus le droit d'utiliser ce mot-là. Mais la fascination, évidemment, doit être là. La science est en train de créer les conditions pour que nous inventions quelque chose de résolument nouveau, de tellement incroyable que toutes les activités seront différentes. Évidemment, il y aura des nouvelles, et tout à l'heure, on va les évoquer, et la jeune génération va nous parler des nouvelles activités telles qu'on les envisage, mais toutes les activités anciennes aussi doivent changer, doivent se modifier. Un exemple, évidemment, celui que vous connaissez tous, celui qui est devenu quasiment un nom commun, qui s'est même transformé en dénominateur, en verbe, Uber, ubérisation. L'ubérisation, c'est l'exemple absolument extraordinaire du changement. C'est une activité très très ancienne, le taxi, qui semblait être celle qui, à la limite, serait la plus lentement touchée par l'évolution technologique, et qui est devenue en quelques années, en quelques mois, l'emblème du changement partout, au point que l'ubérisation maintenant est devenue le synonyme de la manière dont la société doit changer de A jusqu'à Z. Uber, c'est une entreprise qui n'existait pas en 2009. En 2009, vous m'entendez bien, en 7 ans, elle vaut aujourd'hui plus cher que Volkswagen. Elle vaut 2 fois le prix d'Airbus. C'est ça, Uber, actuellement. 2009, création d'Uber. 2007, création du smartphone. Cet élément que vous utilisez tous les jours. Le changement, vous êtes en train de le vivre, il est absolument fascinant et vous ne vous en rendez même pas compte. Tout à l'heure, je riais quand je voyais le film au début. Retour vers le futur 2. Il est tourné en 1989. Je le montre moi tout le temps à mes étudiants. Pourquoi? Parce que Retour vers le futur 2, il se projette en 2015. Il y a un an. Et alors là, on voit qu'en 1989, c'était il n'y a pas très longtemps quand même, on se plantait totalement dans la perspective qu'on pouvait avoir du futur. On n'arrivait pas à imaginer comment les choses, à la limite, ce qui nous montre, c'est presque décevant par rapport à la réalité d'aujourd'hui. On n'arrive pas à imaginer à quelle vitesse les choses sont en train de changer. Je le dis et je le répète, tout ça ne doit pas nous faire peur parce que ces changements, ces apports de la science sont indispensables dans un monde en évolution incroyable. Je ne vous bombarde pas de chiffres. L'économie, c'est souvent trop de chiffres et pas assez de concepts. Mais quand même, 277 000. 277 000. C'est le nombre d'enfants qui sont nés aujourd'hui dans le monde. Enfin non, j'exagère, non, pardon. 400 000 enfants sont nés, 277 000 humains en plus, déduction faite des personnes qui sont décédées. Chaque jour, 277 000 en plus. Nous sommes 7 milliards 375 millions d'habitants sur la Terre aujourd'hui. Nous étions 6 milliards en l'an 2000. Nous étions 2 milliards en 1950. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la planète, elle est en extension en ce moment. Non, non, vous n'avez pas le droit de dire que ça fait peur. La jeunesse va vous dire non, non, c'est pas grave du tout.
C'est quelque chose qui va nous permettre de fonctionner à 7 milliards 375 millions de cerveaux en même temps. Et que ça va permettre d'accélérer encore les choses. Et quand nous serons 8 milliards 500 millions en 2030, 9 milliards en 2050, 16 milliards en 2100, eh bien ce sera à chaque fois des éléments qui permettront d'aller plus vite, plus fort, de plus en plus formidable. Non, ça ne fait pas peur, mais ça oblige à changer du tout au tout, à changer de modèle. Au cœur du nouveau modèle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 7 milliards 375 millions de fois un humain. Cet élément absolument capital à avoir à l'esprit, c'est ce que nous envoie la science aujourd'hui. J'en perds la voix. Ce que nous envoie la science aujourd'hui, c'est le fait de mettre l'humain au cœur du système. Alors on va dire, oui, ça me fait peur. Ce soir, tiens, entre parenthèses, je vous parlais des télévisions étrangères. Sur la télévision française, sur France 2, le reportage au cœur, prime time, c'était quoi? Ces robots qui vont nous manger nos emplois. C'était ça, le grand reportage, ils vont faire une grosse audience avec ça, parce que les Français qui adorent avoir peur vont dire « Ah, on en était sûr, effectivement, il y a un vrai problème avec la modernité ». Je vous rassure, les générations avant nous ont fait la même chose. En 1920, il y avait plein de gens, surtout des hommes, il faut le reconnaître, qui disaient « Il y a une invention absolument terrible qui va faire perdre son identité à la femme, c'est la machine à laver ». Eh oui, il faut s'en souvenir quand même, revenez en arrière. Ce robot-là avait beaucoup inquiété l'humanité en 1920. En 1860, on vous expliquait que quand on allait à plus de 70 km dans un train, on allait perdre sa chair, parce que la vitesse à ce niveau-là n'était pas tenable du point de vue humain. Le robot, l'évolution, la science ont toujours fait peur. Toujours. Alors évidemment, dans le contexte actuel, ça fait encore plus peur. Mais rassurez-vous, il y a besoin de cela. Il y a besoin de ces avancées scientifiques pour gérer 8 milliards 375 millions d'humains aujourd'hui. Ça n'est pas une catastrophe, surtout pas si derrière le modèle qui est en train d'apparaître, le modèle qui est en train de se créer, est bien celui qui met l'humain, l'humanisme au cœur de l'économie. Et l'humanisme au cœur de l'économie, c'est juste le problème de chacun. C'est juste le problème de chaque acteur économique quand il est en train de penser son action économique. On peut être dans le sommet de la modernité et être totalement humaniste. On peut être aujourd'hui l'entreprise qui vaut le plus cher du monde. Google, 500 milliards de dollars de valorisation. Beaucoup plus que Uber que j'évoquais tout à l'heure. Même beaucoup plus qu'Air France, qui vaut 2 milliards. Oui, nettement plus qu'Air France même en réalité. Hein. Donc 500 milliards, qui peut avoir des problèmes fiscaux avec l'État français, mais qui néanmoins, pour les gamins de la génération qui vient, est souvent la cible principale d'envoi de CV. Pas forcément parce que là-bas on va être bien payé, mais parce que là-bas on est en train d'inventer la manière de travailler différemment. La manière de recoller la vie privée et la vie professionnelle, la manière d'envisager son futur, d'envisager ses relations humaines autant que professionnelles d'une autre façon. C'est même tellement intéressant Google que c'est le gros problème, par exemple, des plus grandes universités américaines qui jusque-là voyaient leurs meilleurs éléments partir dans l'industrie ou dans la banque et qui maintenant les voient tous chez Google ou éventuellement ailleurs en Californie. Nous sommes aujourd'hui à l'aube, au démarrage de ce changement énorme de modèle, de ce changement de fonctionnement dont nous n'avons vu encore qu'un tout petit début et qui va se traduire par des bouleversements que nous n'arrivons pas à imaginer. En 1989, on n'imaginait pas 2015. Je peux vous dire qu'au Conseil des finances publiques auquel j'appartiens, dans lequel on est en train de travailler sur de la projection, on est en train de dire à 2 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Le patron de l'INSEE nous dit, j'ai une chance, c'est que ma prévision, je dois la faire qu'à 6 mois. Parce qu'en ce moment, à 1 an, je ne suis même pas sûr de la manière dont la croissance, dont les entreprises, dont les activités, dont les marchés vont fonctionner. Les modèles qui normalement prévoyaient aujourd'hui ne fonctionnent plus. Alors ça doit rassurer les gosses, ça doit leur faire dire c'est génial. La seule chose évidemment, c'est qu'une fois qu'ils vont être rassurés, il faut qu'ils restent ici. Le vrai problème que nous avons avec notre France, qui est tellement tétanisée, c'est que les gamins ont tendance à partir. Ont tendance à partir. Oui, alors on va dire, mais c'est bien qu'ils partent. Ils voient le monde, c'est très bien. Oui, mais vous notez bien que, par exemple, dans la salle, si je compare avec la Californie ou avec la Chine ou avec tout un tas d'endroits, Singapour, etc.,
Dans une salle comme ça, on aurait peut-être plein de Chinois, plein d'Américains, ou plein de Hollandais, plein d'Espagnols qui seraient partis. Mais j'aurais aussi dans la salle plein de Chinois, plein d'Américains, plein de Japonais qui seraient dit ben, je vais, moi, venir ici en France. En France, ils viennent pour le tourisme, mais ils ne restent pas après. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand nous retrouvons ces gosses et que nous allons les voir et que leur disons mais vous faites quoi à l'étranger? Vous avez un CDI? Vous avez vraiment un gros salaire? Vous avez un avantage quelconque? Ils nous répondent comme Picasso à Montparnasse en 1913. Non, non, je crève de faim. Mais pourquoi vous êtes là-bas? Eh bien parce que tout d'un coup, j'ai eu l'impression que je pouvais respirer. J'ai eu l'impression que tout d'un coup, on me faisait confiance. J'ai eu l'impression que tout d'un coup, j'avais un avenir, moi, qu'on me regardait être humain. Et là, vous êtes tétanisé, vous dites, mais enfin, la France, c'est le truc protecteur par essentiel. Oui, comme peut-être vous disiez, protecteur, mais je ne le sentais pas pour moi. Je n'avais pas l'impression que j'avais un avenir ici. Alors là, il y a un vrai problème, évidemment. Et lorsque, éventuellement, nous allons voir des chefs d'entreprise, des jeunes chefs d'entreprise de 25-30 ans, il y en a quelques-uns qui restent encore en France, Dieu merci. Mais quand on va en voir certains qui créent des entreprises extraordinaires dans la Silicon Valley, ou qui les créent encore pire à Grenoble ou à Aix, start, mais up dans la Silicon Valley ou à New York ou à Hong Kong. Ah oui, oui, on est d'accord, hein. Blablacar, c'est une super idée. C'est plus une entreprise française, hein, à partir du moment où elle trouve à up se développer ailleurs. Alors là, vous vous dites, c'est pas possible, il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose. Et là, vous leur demandez, vous prenez un gros calepin, un gros ordinateur en disant, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Comment ça se fait que vous ne restez pas? Vous dites, il va m'inventer, il va m'expliquer des trucs, il est jeune, probablement il va voir des choses que je n'ai pas vues. Vous dites, c'est simple, il y a 3 trucs qui ne vont pas. Il y a 1, la réglementation. La réglementation en France est folle. La réglementation en France, c'est une directive européenne. La directive, vous savez, c'est tous les pays d'Europe qui doivent l'appliquer dans leurs droits. Une directive européenne en France, en caractère Word, elle est traduite en 25 fois plus de signes que dans n'importe quel pays d'Europe. Les Français sont en train de dire il faut penser à tout. D'ailleurs, il faut penser aussi à ce à quoi ils n'ont pas pensé. Puis il faut rajouter aussi éventuellement des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est ça la réglementation française tous les jours. Ça ne coûte rien en finances publiques à supprimer. Et rien que pour réfléchir à la supprimer, on est en train de créer une réglementation de plus. Ça, c'est la France d'aujourd'hui. Deuxième problème, la fiscalité. L'hypertrophie de l'État, l'hypertrophie de la chose publique. Je ne vous dis pas qu'il ne faut plus d'État. Je ne vous dis pas que la logique serait d'avoir un État le plus petit possible. Ce n'est pas sûr du tout. On risque d'avoir besoin de grands États. Mais lorsque la dépense publique devient trop importante, elle devient, on va dire, nous, en langage économique, non efficiente. On a dépassé la frontière d'efficience. Rapport du FMI d'il y a une semaine sur la situation française. Troisième chose, troisième élément, pourquoi ils s'en vont? Parce que là-bas, ils trouvent de l'argent. Ça se relie à ce que je viens de vous dire sur le problème public. C'est-à-dire en France, nous avons 4 000 milliards d'épargne. 4 000 milliards d'euros, oui, d'épargne. Eh bien, l'épargne, elle va où? Elle se concentre sur tout un tas de produits qui représentent quoi? Le non-risque. On est d'accord, l'assurance vie, il n'y a pas plus non risqué. Vous me pardonnez, les banquiers dans la salle qui disent, attendez, quand même, c'est un bon produit quand même. Mais oui, on est d'accord. Mais sauf que le problème, c'est que le risque, le vrai risque, l'épargne française ne le prend pas. En 1913, elle le prenait sans arrêt. Et donc là, on a un vrai souci. Là, on a une vraie question. Comment ça se fait que pour trouver 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, il faut être sur le Nasdaq aux États-Unis? Comment ça se fait qu'on ne le trouve pas lorsque l'on est à Marseille ou lorsque l'on est à Aix ou lorsque l'on est à Paris? Comment ça se fait? Ça n'est pas le problème des banques, ça n'est pas le problème de l'État, c'est le problème des épargnants, de tous les Français qui doivent se dire « Maintenant, j'ai envie de prendre des risques avec mon épargne pour la génération future. » Lorsque on cherche la recette pour faire garder les gamins chez nous, on interroge évidemment les sachants. Il y a quelques jours, à Venise, on était avec plein de grands patrons de ces grandes entreprises du Nouveau Monde, Google, Amazon, Alibaba, le chinois. Puis il y avait le patron de Facebook. Facebook, c'est intéressant quand même, c'est une boîte qui est créée en 2004, qui vaut 350 milliards de dollars. J'oublie, vous oubliez, mais c'est quand même incroyable. Il s'appelle Mark Zuckerberg. Il vient d'avoir 31 ans, il nous a dit, vous savez, 31 ans, ça y est, je suis vieux. Ah bon? Il a dit, ouais, bah, écoutez, vous avez quand même de la chance. On l'interroge en lui disant, comment on peut faire que les jeunes Européens aient envie de faire la même chose que vous?
Comment on peut faire pour qu'il y ait un Facebook qui... Alors comme tout à l'heure, vous voyez, vous arrivez avec les calepins, les ordinateurs, le micro en disant « il va nous donner une recette absolument merveilleuse ». Alors Zuckerberg se marre, il dit en fait, vous savez, il n'y a qu'un truc qu'il faut faire passer à la jeunesse pour qu'elle décide d'entreprendre. Un seul. Alors on est là, bon, un peu déçu en disant « ah bon, c'est quoi ?» Have fun. Have fun. Ayez de la passion, ayez du plaisir. C'est la seule recette pour que la vie puisse valoir vraiment la peine d'être vécue.